Proposition de résolution pour une code de la finance mondiale, l'harmonisation et la justice fiscale qui a été adoptée, je le rappelle, sur proposition du groupe GDR à l'Assemblée nationale en février 2017. L'examen de l'exposé des motifs de cette proposition de résolution précise plus exactement que l'évasion, l'harmonisation et la justice fiscale, l'évasion fiscale n'est pas un dysfonctionnement de l'économie, elle est au cœur de l'économie, et nous pensons qu'il est urgent qu'il y ait une reprise en main politique. Donc cette PPR reprend l'idée d'une COP financière et fiscale. C'est une idée qui fait son chemin, qui a fait son chemin, et je laisserai donc Éric Bocquet, qui est très impliqué dans ces combats, le soin de vous présenter cette proposition de résolution. Et en tout état de cause, après l'Assemblée nationale, adopter ici, au Sénat, ce texte marquerait à l'évidence une avancée dans la détermination de notre pays à agir concrètement pour enrayer ce fléau qu'est l'évasion fiscale qui mine l'économie mondiale. Donc il nous a semblé urgent et pertinent de déposer dans ce texte, et s'il faut agir contre la fraude fiscale, il faut aussi s'attaquer aux paradis fiscaux, et c'est le sens de la proposition de loi. Donc Fabien Roussel, député du Nord, a déposé dans la niche du groupe GDR à l'Assemblée nationale, qui sera débattue demain, je crois. Et donc elle vise, cette proposition de loi, à créer une liste française des paradis fiscaux, et donc je laisserai bien évidemment à Fabien le soin, voire même le plaisir de vous présenter cette proposition de loi. Mais je vais peut-être tout de suite passer la parole à Éric. Bien, merci chère Eliane pour ce propos introductif qui plante parfaitement le décor. Alors pourquoi une conférence de presse commune, Fabien Roussel présent au Sénat aujourd'hui? Parce qu'en fait c'est un télescopage de niche heureux qui fait qu'aujourd'hui effectivement nous allons, au nom du groupe CRCE, présenter ici et défendre la proposition de résolution visant à la création d'une COP fiscale pour l'harmonisation et la justice fiscale à l'échelle internationale. Et Fabien, lui, demain, du même pas, présentera effectivement une proposition de constitution d'une liste française des paradis fiscaux. Voilà, donc deux combats parallèles, évidemment, objectifs uniques. Et donc on a pensé tenir ensemble cette conférence de presse pour vous présenter au même moment les deux textes. Donc cette proposition de résolution qui est plus que jamais d'actualité, puisque il est clair qu'aujourd'hui le débat sur l'évasion fiscale, enfin toutes les stratégies d'évitement est clairement sur la table dans le débat public, et c'est une bonne chose, il faut s'en féliciter. On rappellera rapidement les révélations fracassantes successives ces dernières années. On a un scandale par an. On rappellera HSBC, on rappellera UBS, Offshore Leaks il y a quelques années, Panama Papers plus récemment, Footleaks, les Paradise Papers en dernier lieu en octobre dernier. À chaque fois, la réaction est la même, l'indignation évidemment s'exprime de la part des observateurs, des journalistes, des politiques. Voilà, et puis après, en gros, il ne se passe pas, en tout cas, il y a des choses qui se font, mais pas à la hauteur des nécessités, pas à la hauteur de l'enjeu que représente pour les États, pour les peuples, les conséquences dévastatrices de l'évasion fiscale. Et puis ça nous rappelle que le problème, il est effectivement international, il est planétaire, il est systémique. On a bien affaire, et Eliane l'a rappelé, et c'est tout à fait pertinent, ce n'est pas un dysfonctionnement de l'économie financiarisée, mondialisée, dérégulée, à l'œuvre depuis quelques décennies maintenant. C'est au cœur de la machine financière qui ne cesse de grandir, qui ne cesse de provoquer des ravages. On connaît les acteurs, les banques et leurs filiales dans les territoires offshore, les cabinets, les officines, les spécialistes du chiffre, etc. Le numérique. Je lisais dans les Échos ce matin que le numérique va s'attaquer et s'intéresser de près aux activités financières. Donc on va encore démultiplier les risques. Il faut donc mener ce combat de concert au plan international et au plan national, l'un n'excluant pas l'autre, puisque les deux combats se nourrissent, ils sont tout à fait indispensables. Voilà, donc Fabien présentera le texte qu'il va défendre au nom du groupe demain à l'Assemblée. Alors, si le débat est désormais sur la table, dans le débat public, il y a quand même des petites mesures qui se prennent, il y a des déclarations, il y a quelques avancées ici et là. Certaines actions ont été menées ces dernières années, je pense au GAFI, sous l'impulsion du G20, l'OCDE qui a fait des propositions,
qui devraient contribuer, qui pourraient contribuer, si elles étaient mises en œuvre effectivement de manière efficace, à solutionner et à tenter d'éradiquer le problème. Mais le GAFI, le G20, comme le chiffre l'indique, c'est 20 États, et l'OCDE, c'est 35. Et dans le monde, il y a 200 États. 200 États concernés, impactés par les conséquences de l'évasion fiscale, qui coûtent effectivement des dizaines, des centaines de milliards d'euros, et donc qui manquent aux États du Sud, notamment de la planète, pour se développer. Avec ça, on pourrait bien sûr régler bien des problèmes de sous-développement, la famine, sous-éducation, etc. Donc tous les États sont concernés, et donc à ce titre-là, tous les États doivent être réunis, mis autour de la table, dans le cadre d'une COP fiscale dont je détaillerai le profil ensuite. Ce qui apparaît de manière évidente à chaque fois que ces révélations se font, c'est que l'argent coule à flot. Tous les jours, des informations viennent confirmer cette idée. Les chiffres des dividendes qu'on a eu hier, absolument vertigineux. Le shadow banking, je lisais hier dans un grand journal économique, 45 000 milliards de dollars. Le shadow banking, la finance de l'ombre, qui échappe à tout le système bancaire régulé. Et c'est un secteur en plein développement. Forcément, comme il y a des petites avancées en matière de régulation du côté du circuit bancaire traditionnel, eh bien, les flux ont tendance à se déplacer vers le shadow banking, la finance de l'ombre, plus 7,6% en 2017 par rapport à 2016. On est passé de 36 700 milliards à 45 000 milliards de dollars, alimentant le shadow banking sur une seule année. C'est-à-dire qu'on n'a pas tiré les leçons de la crise de 2008. À aucun moment, les activités financières menées en dehors du secteur bancaire régulé, ça a été prouvé, ça a été démontré, ont des effets absolument dévastateurs et tout à fait déstabilisateurs pour l'économie au sens général. Alors on rappellera quelques chiffres aussi d'évasion fiscale qu'il ne faut pas cesser de rappeler. Pour la France, entre 60 et 80 milliards d'euros qui manquent au budget de la République, c'est plus que les déficits annuels constatés. 1 000 milliards d'euros pour les 28 États membres de l'Union européenne, 6 fois le budget de l'Union européenne, et 7 000 milliards de dollars gérés dans les territoires offshore de par le monde. Voilà ce que ça représente, voilà le manque à gagner pour les États. Donc ça creuse les déficits, ça aggrave la dette des États. Les États qu'on appelle au secours d'ailleurs quand il y a le feu dans la maison finance. Les ultralibéraux ne veulent pas d'État sauf quand il y a le feu dans la maison pour compenser et apporter des aides et des financements et des garanties. Alors, l'idée de la COP fiscale, effectivement, fait son chemin. Eliane, notre présidente, l'a rappelé. C'est vrai que cette idée grandit, elle est née elle a été formulée, en tout cas clairement, dans le bouquin qu'on a sorti Alain et moi sur le sujet, à l'image de ce qui se fait sur la COP climatique depuis Rio en 92. Eh bien, nous proposons qu'une COP financière, pour une finance éthique et puis pour l'harmonisation et la justice fiscale, puisse se mettre en place. Cette idée grandit, fait son chemin tout doucement, il faut la porter, il faut que ça devienne un sujet citoyen. C'est ça l'objet de cette démarche qu'on a ici en tant que parlementaire. Le Conseil économique, social et environnemental l'a validé, l'a reprise à son compte dans un rapport qu'elle a publié le 13 décembre 2016, de manière très explicite. L'Assemblée nationale, cela a été rappelé, le 2 février 2017 a été adopté ce principe de cette résolution de mise en place d'une COP fiscale et sur la justice fiscale et l'harmonisation. Le Parlement européen, dans le rapport qui a été voté le 13 décembre 2017, le rapport qui faisait suite aux révélations des Panama Papers, voilà, le Parlement européen a travaillé dans le cadre d'un groupe dans lequel nous sommes impliqués, je pense à Patrick Le Yarrick notamment, et une des recommandations, la recommandation 160 pour être très précis, avance cette idée et préconise d'organiser un sommet mondial sur la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Voilà, ça ne s'appelle pas la COP, mais c'est exactement le même principe. Donc ça serait bien, non pas pour faire joli, mais politiquement comme acte d'expression d'une résolution, c'est parfaitement le sens ici de ce texte, que le Parlement français, dans son ensemble, porte cette idée, et ensuite que cette idée devienne l'idée que la France devrait porter au sein des instances internationales, et notamment à l'ONU. Voilà, encore une fois, à l'image de ce qui a pu se faire sur le réchauffement climatique, on s'attaquerait ainsi à la surchauffe de la planète finance qui cause des dégâts considérables, associant donc tous les États du monde, pratiquement 200 États dans le monde, donc on est largement au-delà de l'OCDE et du G20 ou du G7. Il faut aller vraiment, tout le monde est concerné, les parlementaires, les syndicalistes, les ONG, les lanceurs d'alerte, les économistes,
tous ces gens qui travaillent, il y a un tas de gens qui travaillent sur le sujet depuis de nombreuses années, mais de manière éclatée, tous tirent dans le même sens. Il faut absolument donner une forme politique majeure à ces travaux qui se mènent à l'échelle mondiale. Et tout ça sous l'égide de l'ONU. Sous l'égide de l'ONU, Fabien me rappelait que le coût estimé de perte d'argent pour les États du Sud, notamment dans le monde, c'est 100 milliards de dollars. Et à l'ONU, aujourd'hui, personne n'est officiellement missionné pour travailler sur le sujet. Il n'y a que 2 fonctionnaires de l'ONU qui sont confrontés à ce sujet. On est très très loin des enjeux, évidemment. Donc si une COP pouvait, à terme, se transformer en une instance internationale, aujourd'hui, de toute façon, quand on regarde la santé, il y a l'OMS qui, à l'échelle planétaire, gère les choses. L'OMC, le commerce, est géré par une instance internationale de ce niveau. Eh bien, on peut très bien imaginer que se mette en place une instance permanente, à partir du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque des règlements internationaux. Enfin, il y a tous ces gens qui travaillent sur le sujet, mais avec un objectif clair d'harmonisation et de transparence, et de reprise en main par le politique avec un grand P, le politique qui est tellement décrié aujourd'hui, pour des raisons justement liées à la volonté de ce système de la finance de tenir toutes les manettes dans le monde. Je pense que les deux sont étroitement liés. C'est étroitement lié, c'est la phase B. Plus de politique, plus d'État, parce que le business, la finance peut et veut gérer en direct les affaires du monde, dans le sens évidemment de ses intérêts et pas forcément de l'intérêt général. Donc voilà, on est à ce moment-là, je crois, de notre histoire, il faut le mesurer. La feuille de route de cette COP, qui se réunirait à échéance régulière. D'abord, une définition unique des paradis fiscaux. Fabien pourra en parler, puisque c'est son sujet direct dans sa proposition de loi. Parce que l'une des difficultés déjà, c'est qu'on se mette d'accord sur une liste unique au monde des paradis fiscaux. La liste française, la liste européenne, la liste de l'OCDE, la liste du GAFI sont toutes différentes. Donc déjà là, on a un problème. Les Bermudes ne figurent pas sur la liste française des paradis fiscaux. Donc quand la Société Générale dispose d'une filiale aux Bermudes qui fait un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros avec 0 salarié, la Société Générale a beau jeu de dire nous ne sommes pas dans un paradis fiscal au sens français de la liste. Voilà un exemple très concret qui montre bien la nécessité de définir ensemble, à l'échelle planétaire, une seule liste des paradis fiscaux avec des critères objectifs. Régulation des conventions fiscales et lutte contre les dérives de la finance, les dérives qu'on constate régulièrement, je ne développe pas. Création à terme donc d'un organisme mondial, je l'ai évoqué, en faisant régulièrement l'évaluation des progrès et des obstacles, parce qu'il ne va pas manquer d'obstacles. On est dans un rapport de force extrêmement défavorable aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, mais si on veut développer l'engagement citoyen, mais vraiment, ce n'est pas la tarte à la crème, que tout le monde se mêle de cette affaire, on a tous des comptes en banque, on est tous consommateurs, on est tous salariés, en tout cas pour la plupart d'entre nous, on a tous des comptes à demander à tous ceux qui dirigent le monde, ce 0,01% qui dirige 7 milliards d'humains. Voilà, on a des comptes à demander. Et puis imaginez des sanctions, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un évadé fiscal en prison. On attend le 15 mai pour voir si l'ancien ministre y sera. Mais bon, ça c'est un peu la partie visible de l'iceberg. C'est pas ça le sujet du jour. Mais voilà, donc on négocie, on transige. Et si une banque comme HSBC met de côté 1,6 milliard et s'en sort en versant 300 millions d'euros à la République française, en reconnaissant sa culpabilité, mais en demandant qu'il n'y ait pas de poursuite judiciaire, on a un problème. Donc voilà un peu quelle serait la feuille de route de cette COP. Voilà l'idée, les grandes lignes à grands traits. Et ça serait bien qu'effectivement, d'abord que le Sénat adopte cette résolution, d'une part, pour conforter la décision favorable de l'Assemblée, que ça devienne le texte du Parlement, puis qu'on transmette au gouvernement et que la France s'honorerait vraiment de mener ce combat. Parce qu'on a encore du poids, on a une diplomatie, on a une stature internationale qui compte, quoi qu'on en dise. On peut être entendu, écouter et mener ce combat, franchement, pour un autre avenir, pour nos enfants, nos petits-enfants. Ça aurait de l'allure et on serait vraiment très fiers que ça puisse être repris par le gouvernement et la France en tant que nation. Voilà. Merci. Je vais passer la parole à Fabien. Ouais. Merci Eric. Eliane. Il n'y a pas de hasard au fait que nous soyons ensemble ici pour une conférence de presse sur l'évasion et la fraude fiscale. D'abord parce que c'est un sujet que l'on met au cœur de l'action des députés, des sénateurs communistes. Et donc, quand on a une niche, nos deux groupes, eh bien, ensemble, on appuie sur le même clou et on va frapper sur le même clou. Et donc, c'est un signe aussi que l'on veut donner. Il n'y a pas de hasard à ce que ce soit Éric Bocquet et moi, parce que c'est le Nord, et Alain Bocquet, à l'Assemblée nationale, portait ce combat.
avec Éric. Il continue de le faire et ayant succédé à Alain Bocquet, je poursuis ce combat-là. Donc on se retrouve ensemble à se battre maintenant contre l'évasion fiscale. Et puis enfin, entre la proposition d'Éric d'une COP fiscale mondiale et la mienne d'établir une liste française des paradis fiscaux, on montre bien que pour mener ce combat, il faut agir du local au global. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives à prendre en France, comme il y a des initiatives à prendre à l'échelle internationale. Et les deux doivent être menés de pair et ne doivent pas s'opposer. Et donc on est en parfaite cohérence en travaillant ensemble sur ces deux textes. Alors, moi j'ai voulu illustrer très concrètement ce qu'était une liste française des paradis fiscaux avec l'exemple de cette société SFM, qui est le leader mondial des entreprises, le leader mondial a des entreprises qui proposent d'établir votre société dans les zones offshore. J'ai fait la démonstration à l'Assemblée nationale qu'on pouvait créer une entreprise dans un des paradis fiscaux que propose cette entreprise, SFM. J'ai nommé Gérald Darmanin directeur de cette entreprise. Je l'ai localisé aux Bermudes et en quelques clics et quelques centaines d'euros, c'était réglé. Ça, c'est la réalité des paradis fiscaux aujourd'hui. Je suis allé à Genève hier, rencontrer cette entreprise. Elle existe, elle a pignon sur rue. Ils ont quelques salariés, le siège est à Dubaï. Ils n'ont pas voulu répondre à nos questions, mais ils sont installés dans un bâtiment où existent d'autres entreprises fiduciaires spécialisées dans les trusts, dans l'offshore. Et voilà, la Suisse reste une des places fortes pour faire de l'évasion fiscale. J'ai voulu aussi illustrer ce sujet avec la bataille qu'il y a autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Parce qu'on a découvert que plusieurs des entreprises gérées par Mamie Rock, Madame Boudou, étaient localisées à l'étranger, en Suisse, au Luxembourg et dans les îles Vierges britanniques. Pourquoi ? Il n'y a pas de hasard là-dedans. Et donc on est allé à Genève, voir l'entreprise qui héberge Artistes et Promotion, qui est une des entreprises qui gère le patrimoine de Johnny Hallyday. Eh bien, dans cette entreprise, je n'ai trouvé personne. Il y avait plein d'autres boîtes, mais j'ai trouvé une secrétaire qui m'a donné un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous avec cette entreprise. J'ai téléphoné, je me suis retrouvé en Uruguay. C'est ça. Mais ça illustre parfaitement ce qu'est l'offshore aujourd'hui. Et ce qui me fait dire que ceux qui se battent pour un héritage aujourd'hui, encore faut-il qu'ils le trouvent. Parce que tout a été fait pour sortir une partie du patrimoine de Johnny Hallyday en dehors des radars du fisc et de Bercy. Et si c'est sorti des radars, celui qui connaît le montage d'optimisation fiscale qui a permis de faire échapper ce patrimoine est le seul qui peut aller taper dedans et le retirer aujourd'hui. Mais les enfants, quels qu'ils soient, voilà, la réalité de l'offshore, c'est ça. Donc, on ne peut plus se payer de mots sur ce sujet. Il y a besoin d'avoir des actes forts. L'Union européenne a établi des critères très précis, inspirés de l'OCDE, pour déterminer ce qu'était un paradis fiscal. Ce travail constitue une avancée importante. Sur la base de ces critères, l'Union européenne aurait pu lister 30 pays. Ils en ont listé 17 le 5 décembre dernier. Le 17 janvier, il n'était plus que 9. Et nous apprenons que, là, aujourd'hui ou demain, les 28 ministres des Finances vont en sortir 3, ils ne seront plus que 6. D'ici la fin de l'année, on peut s'attendre à ce qu'il n'y en ait plus. Qui peut croire que les Bermudes, Jersey, Guernesey, l'Île-de-Man, le Luxembourg, etc., ont répondu aux critères précis de l'Union européenne concernant la transparence, concernant une fiscalité juste, concernant des règles d'imposition des bénéfices
là où les richesses sont produites. Pas crédible tout ça. Et c'est ce qui fait du mal au combat que nous sommes nombreux à mener contre la fraude et l'évasion fiscale. Et nous avons auditionné pour faire ce texte beaucoup d'associations, d'ONG, de syndicats, d'économistes, de lanceurs d'alerte, y compris la Fédération française des banques. Et on voit bien que, et de responsables politiques de tous bords, et on voit bien que ce sujet rassemble beaucoup de monde, de plus en plus. Et que, comme l'évasion fiscale est une menace contre la démocratie et la République, ça a été rappelé par le Premier ministre, eh bien, ça doit être un combat de tous les républicains qui sont attachés aux valeurs de la République. Et c'est le sens du message que je vais lancer jeudi pour l'adoption de ce texte. Unissons-nous tous contre les paradis fiscaux. Donc je propose d'établir une liste française en reprenant simplement les critères de l'Union européenne. Donc on n'invente pas de nouveaux critères. Ils n'ont pas été pondus par de méchants gauchistes. Ce sont les critères de l'Union européenne que nous proposons de traduire dans le droit français. Sur la base de ces critères, nous aurons une liste de paradis fiscaux qui sera autour d'une trentaine de pays qui aujourd'hui ne respectent pas un certain nombre de règles fixées par l'Union européenne, y compris des pays de l'Union européenne. Et nous leur demandons de se conformer à ces règles d'ici le 1er janvier 2019. Donc ce n'est pas un coup près pour les mettre au banc de la Société des Nations et de l'Union européenne, de l'économie mondiale. C'est une invitation à se conformer aux règles d'échange automatique de données, de transparence, de justice fiscale, etc., etc. Et nous proposons aussi que tous les ans, à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y ait un débat en toute transparence pour actualiser cette liste et dire qui en sort, qui y reste, qui y rentre. Voilà. Et on ne peut pas décider en toute opacité de sortir un pays comme le fait l'Union européenne en sortant 3 pays qui sont le Bahreïn, Sainte-Lucie et Trinité et Tobago. Parce qu'ils se seraient engagés à respecter les normes de l'Union européenne, ce qui a fait réagir le président de la Commission de l'Union européenne sur le blanchiment d'argent, et qui a réagi en disant, je le cite, « Le Conseil ne devrait pas prendre de décision basée sur des lettres d'intention non contraignantes, mais sur des faits. » Voilà ce qu'a dit le président allemand de la Commission contre le blanchiment à la Commission européenne. Donc voilà, nous faisons une proposition d'action concrète qui montrerait au sein de l'Union européenne qu'un pays comme la France peut avoir un acte fort et inciter de la sorte des pays à se conformer à un minimum de règles fiscales. C'est une invitation aussi à construire une Europe avec une harmonisation fiscale à l'échelle de l'Union européenne. On va rentrer là dans des échéances proches, ça va être au cœur du sujet. Nous allons nous le mettre au cœur du sujet. Et on ne peut plus accepter qu'au sein de l'Union européenne, des pays pratiquent l'impôt proche de zéro et d'autres aient une fiscalité autour de 25-30. C'est pas possible. C'est pas une Union européenne, ça. C'est tout sauf l'Union européenne. Donc il faut inciter l'ensemble des États à avoir un niveau de fiscalité commun au moins au sein de l'Union européenne. Je n'en dirai pas plus. Merci Fabien, merci Eric. Donc une urgence, des actes. Si vous avez des questions, moi je ne vais pas redire et j'en serai pas capable parce qu'ils maîtrisent vraiment tous les deux le sujet, ils y travaillent depuis longtemps, mais ce serait vraiment
un honneur pour tout le pays que le Sénat vote ce soir cette proposition de résolution sur le code fiscal et vote le texte que nous a décliné Fabien demain à l'Assemblée nationale. En tout cas, nous, on créera toutes les conditions et on l'a déjà fait en amont dans les commissions, etc. Eric a rencontré beaucoup d'autres parlementaires de tous les partis, de toutes les forces politiques présentes ici au Sénat. Il y a quand même, on peut le dire, un accord qui se dégage pour l'adoption de ce texte. J'espère, à l'instar malheureusement de ce qui risque d'arriver sur notre proposition de loi relative aux retraites agricoles, que le gouvernement ne va pas sortir une de ces mesures autoritaires, comme il va le faire sans doute donc malheureusement ce soir, pour empêcher qu'il y ait le débat ici au Sénat et éventuellement demain à l'Assemblée nationale. On est dans un moment gravissime, me semble-t-il, du point de vue politique, avec un gouvernement qui bafoue le Parlement, qui bafoue la démocratie, qui bafoue le pluralisme, alors qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles effectivement il faudrait débattre, tenter de gagner les autres forces politiques sur des sujets qui nous paraissent fondamentaux et qui paraissent aussi pour certains autres fondamentaux. Voilà, donc c'est pas simplement, on me dit souvent, un bras de fer entre le président du Sénat et puis le gouvernement sur par exemple la réforme de la Constitution. On est dans un bras de fer politique qui dépasse largement le simple combat qu'il pourrait y avoir entre une droite et le gouvernement aujourd'hui, mais on est face à un bras de fer politique de grande ampleur avec le gouvernement sur un certain nombre de sujets aujourd'hui, et je dois vous dire ma profonde colère si par exemple ce soir, ni notre PPL sur les retraites agricoles qui a été adopté à l'Assemblée nationale ne peut être adopté ce soir ici au Sénat, et sur le texte proposé par Fabien demain à l'Assemblée nationale. Je suis vraiment très en colère. Oui. Je voulais juste ajouter un mot dans l'esprit de ce que tu viens de dire. Alors, on ne peut pas préjuger du vote de ce soir, évidemment. On espère vraiment que ce texte sera adopté, pas pour la gloriole, mais pour toutes les raisons qu'on a pu donner. Mais il y a une histoire ici dans ce Sénat. Il y a eu les deux commissions d'enquête 2012-2013, dont les rapports ont été votés à l'unanimité. À l'unanimité. Ça n'est pas rien non plus, ça a du sens. On a réussi dans ce Sénat, à 3 ou 4 reprises, à faire adopter des amendements visant à supprimer le verrou de Bercy, à l'occasion des lois de finances, à l'occasion de la loi Sapin. Voilà, au détour d'un amendement, ce n'était pas une manœuvre de notre part, mais on a réussi, bien qu'étant minoritaire, à faire adopter des amendements de suppression du verrou de Bercy, qui ont évidemment été rétablis, qui ont été supprimés à l'Assemblée, mais ici, on a réussi à mener ce combat. Un groupe de suivi de la lutte contre l'évasion fiscale a été mis en place au sein de la Commission des finances, un petit outil en plus, voilà. On a effectivement travaillé en amont, on a sensibilisé tous les présidents de groupe, on leur a adressé le texte, on a eu quelques échanges. Tous les membres de ce groupe de suivi qui font partie donc, à la Commission des finances de cette histoire-là, qui s'intéressent de près à ce sujet. Donc voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas de chiffres à l'heure qu'il est. Simplement un message ce matin pour me dire que le groupe centriste, vraisemblablement, voterait ce texte. Voilà, on n'a pas l'avis encore des autres, mais on va mener la bataille jusqu'au bout, on va argumenter. Pascal Savoldelli fera une intervention au nom de notre groupe. Voilà, donc attendons ce soir, mais vraiment, ce serait très dommageable, effectivement, y compris à l'endroit du Parlement, et Eliane l'a bien dit, sur lequel des menaces sérieuses pèsent dans cette démocratie, puisque ceux qui ne veulent pas payer d'impôts sont parfois les mêmes que ceux qui ne veulent plus d'État pour gérer le monde en direct. Voilà l'enjeu aussi derrière, en filigrane de ce texte. Voilà. Vous avez des questions? Oui. Allez-y. Pierre Guillaume de Luma, précisément sur la méthode autoritaire, le texte, je n'ai pas les dernières informations sur les retraites agricoles, ou qu'est-ce que vous redoutez comme... On a une conférence de presse qui va suivre là sur les... Mais puisqu'on va peut-être rester sur le sujet de celle-ci, mais grosso modo, le gouvernement a déposé un amendement et il y aura un vote bloqué sur la proposition. On en reparlera tout à l'heure. Okay. Et du coup, l'autre question, c'était à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez des échos déjà? Je crois que vous avez donné une interview à Paris Match où vous disiez que vous étiez en dialogue avec Amélie Montchalin. Qu'est-ce que je crois? J'ai rencontré longuement le ministre Gérald Darmanin.
la responsable du groupe En Marche à la Commission des Finances, Améline Monchalin, que j'avais d'ailleurs nommé actionnaire principal de la société offshore que j'avais créée. Et j'ai été chercher ces dividendes hier à Genève. Mais l'accueil est, comment dire, chaleureux. L'accueil est chaleureux et les discours concernant ce texte et les commentaires ont été bienveillants, bien accueillis, et donc tout cela va dans le bon sens. Mais en même temps, il pense que ce texte mériterait d'être travaillé. Il va y avoir un texte de loi du gouvernement au mois de mai. Et donc je suis parfaitement au courant puisque j'en ai parlé avec Gérald Darmanin. Et donc c'est ce que je vais expliquer jeudi à l'Assemblée. Le texte du gouvernement prévoit de graduer les sanctions à l'encontre de ceux qui iront loger leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Donc le texte du gouvernement va travailler sur les sanctions. Et moi je propose de lister les paradis fiscaux. Donc nous sommes complémentaires. Donc on était contents, Gérald Darmanin et moi-même, parce qu'on travaille ensemble. Lui, moi j'ai défini les paradis fiscaux et lui redéfinit les sanctions contre les paradis fiscaux. Alors je ne vois pas comment il pourrait rejeter cette proposition, par quel artifice il pourrait s'en extraire. Franchement, tous unis contre les paradis fiscaux, ou alors c'est qu'il y a un double langage. Et donc moi j'attends de voir jeudi, mais je sais qu'ils sont plutôt embêtés, parce que certains d'entre eux aimeraient bien voter ce texte. Voilà. D'autant que j'ai, en commission, accepté les amendements venant de l'opposition, puisque là, pour le coup, j'étais dans la majorité, puisque je présentais mon texte. Donc, nous avons accepté des amendements du MoDem, des Républicains, et nous avons apporté des précisions, remarques qui étaient faites par le groupe En Marche sur certains aspects du texte. Et donc, je réponds à toutes leurs demandes. Voilà. Donc, on verra. Et alors hier, qu'est-ce que vous avez fait à part... vous êtes présenté physiquement devant le... Hier, je suis allé à Genève pour rencontrer l'ONU, la CNUSED notamment. Et donc j'ai rencontré le directeur de la CNUSED, qui est la mission développement et commerce de l'ONU, dont le siège est à Genève. Et on a passé 2 bonnes heures à discuter. L'ONU, enfin la CNUSED, la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, produit tous les ans un rapport concernant les investissements des entreprises dans le monde. Il démontre d'une part que ces investissements baissent d'année en année, et j'ai retenu 2 chiffres. Le premier, c'est 100 milliards, c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est le manque à gagner pour les pays en développement à cause de l'évasion fiscale, chiffre certifié ONU, conforme. Et le deuxième chiffre, c'est 2, c'est le nombre de fonctionnaires à New York chargés de la lutte contre l'évasion fiscale. Alors, bon, je leur ai dit, vous avez un problème. Et donc le problème, c'est pas eux. Le problème, m'ont-ils expliqué, c'est qu'ils n'ont pas mandat à l'ONU de travailler sur cette question-là, et c'est au pays de demander à l'ONU de travailler sur cette question-là. Donc la démarche d'Éric, et on va pousser dans ce sens-là, c'est que la France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, avec ses collègues, demande à l'ONU de s'attaquer à l'évasion fiscale et à mettre en place des casques bleus de l'ONU pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Les casques bleus, c'est pour la paix. La lutte contre l'évasion fiscale, c'est une lutte pour la paix et vivre ensemble dans le monde. Voilà. Parce que c'est donner des moyens aux États et notamment aux pays en développement. Donc j'ai fait cette proposition de mettre en place un groupe de casques bleus qui travaillerait sur cette question, parce que aujourd'hui, sans les journalistes, sans les ONG, on n'aurait pas avancé comme ça. Et je le dis, je le redirai jeudi dans mon intervention,
les 300 journalistes qui ont révélé les Paradise Papers et les Panama Papers, si eux savent le faire, je ne comprendrai pas pourquoi 300 juristes engagés par l'ONU ne sauraient pas le faire de la même manière. Ils devraient même avoir plus de moyens. L'ONU a des moyens conséquents pour suivre les mouvements de capitaux. S'ils mettaient 300 gars qui travaillaient là-dessus, on aurait tous les éléments. Voilà. Donc l'ONU, ils disent deux choses. On a besoin de savoir qui paye quoi et où. Qui paye quoi et où. Et la deuxième chose, c'est la transparence. Non, la transparence, c'est qui paye quoi et où. Et la deuxième chose, c'est que les bénéfices soient imposés dans les pays où la richesse est créée. Ces deux critères sont les deux principaux critères qui permettent de déterminer un paradis fiscal. Voilà, la question de la transparence et la question de l'imposition des bénéfices dans le pays où les bénéfices sont réalisés, où la richesse est créée. Donc eux, ils disent oui, là-dessus, il faut avancer. Donc ils saluent notre initiative, ils étaient très contents, on a échangé nos rapports, mon texte de loi, rapport. Et les montants de Mamiroc des SFM, c'est Non. Non, aujourd'hui... Ils avaient utilisé SFM Non, ça passe pas par SFM. L'entreprise, c'est deux sujets, mais qui illustrent chacun à leur manière le montage. Madame Boudou est directrice de plusieurs sociétés, dont l'une est artiste et promotion, qui serait hébergée par l'entreprise Posadas et Vecino, V-E-C-I-N-O, Posadas et Vecino, qui a un bureau en Suisse. Voilà. Et cette entreprise artiste et promotion en Suisse, l'actionnaire principal en était Johnny Hallyday, et l'autre actionnaire était une société suisse, avec une dame, Madame Dubois. Voilà, si vous voulez tout savoir. Et donc, nous sommes à la recherche de l'héritage de Johnny Hallyday. On avance. Juste pour compléter, si je peux me permettre de compléter le propos de Fabien, on parle de la Suisse, c'est pas inintéressant parce que tout à l'heure on disait que certains États prennent des engagements et donc à ce titre-là ils sont retirés des listes parce qu'ils se sont engagés à transmettre automatiquement les données. La Suisse s'est engagée il y a 2 ans à lever le secret bancaire. Et là on vient de parler de la Suisse et la Suisse est toujours numéro 1 au classement de l'opacité financière, c'est l'ONG britannique Tax Justice Network qui vient de publier son classement. En 2015, la Suisse était numéro 1, et en 2018, la Suisse est toujours numéro 1, avec les îles Caïmans, Hong Kong, Singapour, Luxembourg, etc., les classiques. Donc ceux qui prennent des engagements, tant que c'est verbal, c'est verbal. Voilà, ce sont des actes, effectivement, de transmission des données, voilà. Donc, on ne peut pas s'étonner que la Suisse soit toujours dans le circuit. Ben non. Voilà. La Suisse, on a rencontré Nicolas Forissier, lanceur d'alerte, qui a dénoncé le scandale UBS, et sur l'échange automatique de données qui est mis en avant, en disant la Suisse n'est plus un paradis fiscal parce que maintenant c'est la transparence et ils ont accepté l'échange automatique de données. Donc chaque détenteur d'un compte en Suisse va être connu du fisc français. Sauf que, nous explique-t-il, la Suisse transmet les comptes nominatifs, ceux derrière lesquels il y a un nom et un prénom. Or, il existe en Suisse des comptes alphanumériques avec une liste de numéros. Donc, seul le banquier connaît le détenteur réel, mais qu'il ne livre pas. Et ces comptes alphanumériques ne font pas l'objet d'échanges automatiques de données. Ne font l'objet d'échanges automatiques de données que les comptes nominatifs. Alors, c'est comme dans les films. Vous savez, dans les films américains, quand on fait verser une rançon sur un compte avec des chiffres, mais c'est exactement ça, c'est la réalité, ça. Et c'est Hong Kong, Singapour, voilà, la Suisse. Donc, ils ont encore une longueur d'avance. On est comme dans la lutte contre le dopage. Hein. Ils ont souvent une longueur d'avance. Mais là, nous, on progresse, sauf que nous, on court après le pot belge et eux, ils sont encore à l'EPO. C'est ça.
Nous, on a marqué des points, mais eux, ils ont quand même encore une longueur d'avance. En fait, c'est vraiment ça l'idée quand on dit que c'est le politique qui doit reprendre la main dans les affaires du monde. C'est qu'on est toujours dans la réaction aujourd'hui. S'il y a un parquet national financier en France aujourd'hui, c'est une bonne chose. C'est en réaction à l'affaire Cahuzac. On est toujours en réaction. Soyons à l'initiative. Les États doivent imposer, au nom de l'intérêt général, au nom de la défense de l'intérêt général et des citoyens qu'ils représentent, les choses en main. Il ne faut pas attendre de réagir. Soyons offensifs, très offensifs. Très bien. D'autres questions? C'est bon? Non. C'est clair, enfin c'est pas très compliqué ce que vous nous annoncez là. Ça paraît évident et plein de bon sens. Hein. C'est plein de bon sens. Hein. La question, en fait, la question, vous y avez répondu par avance, c'est comment on fait pour obliger, quoi. Faut que ça devienne vrai. L'Union européenne, comment on fait pour obliger les Irlandais, les Pays-Bas La question, ça va être au cœur des élections de l'Union européenne. D'ailleurs, M. Moscovici, à mon avis, est en train d'entamer sa campagne, puisqu'il a déclaré en tant que commissaire qu'il fallait attaquer l'Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, Malte, parce qu'à cause d'eux, ils avaient des pratiques fiscales dommageables qui coûtaient entre 50 à 70 milliards d'euros à l'Union européenne. Il est en campagne, M. Moscovici. Sauf que nous, on lui répond tout de suite, mais qu'il mette ces pays dans la liste de l'Union européenne des paradis fiscaux. C'est tout. Ouais. En fait, ce combat ne peut pas être fait de petits arrangements. Il ne peut pas être fait de petits arrangements comme aujourd'hui. Donc, une des choses que nous disent les ONG, il faut de la transparence. Il faut que ce soit débattu publiquement. Il faut de la transparence. Il faut que les citoyens s'en mêlent, se saisissent de ça. Il faut que ça devienne une affaire citoyenne. Ça ne peut pas être une affaire de petits salons, de cénacles avertis, de technocrates. C'est plus possible. Donc c'est comme des autres sujets, effectivement, affaires citoyennes, c'est pas une tarte à la crème, encore une fois. On a tous des comptes à demander à ceux qui nous dirigent. On a tous des comptes en banque. Si vous êtes invité à l'Assemblée Générale du Crédit Agricole, vous aurez peut-être une tombola avec un écran plat et des petits toasts à la fin, mais on peut poser des questions à Monsieur Crédit Agricole. Comment c'est-il que vous ayez des filiales au Panama et aux Bermudes ou aux Caïmans? Ce genre de questions peut être posées par n'importe quel sociétaire de la banque. C'est comme ça qu'on nous appelle. Les salariés, les syndicalistes dans les boîtes doivent avoir un voix au chapitre aussi en matière de choix de gestion. Quelle est l'origine des fonds d'investissement? Il vient d'où votre argent, monsieur? Dans les marchés publics, les collectivités, les hôpitaux, les grandes collectivités, on peut demander des comptes aussi à nos prestataires qu'on sollicite dans le cadre des marchés publics. On ne peut pas inventer une espèce de certificat de conformité de finances éthiques, quelque chose comme ça. Alors c'est utopique, c'est ambitieux, mais on doit être exigeant à tous les instants de la vie. Voilà. Il y a des salariés de chez McDonald's qui se sont mobilisés de l'Ouest parisien il y a quelques années avec Eva Joly, parce qu'on leur disait chaque année dans les bilans, bon, cette année il n'y aura pas de participation parce qu'il n'y a pas de bénéfice. Ah bon? On ne fait pas de bénéfices en France, alors que c'est le deuxième marché le plus rentable dans le monde après les États-Unis. La France au sein de l'Europe. Voilà. On est le pays de la gastronomie, mais on est aussi les meilleurs clients de McDo. Mais avec le transfert des bénéfices à la filiale et la holding de Luxembourg, effectivement, comptablement, dans les comptes français, il y a du déficit. Voilà. Donc les salariés s'en sont mêlés, ils ont demandé les comptes, c'est en justice, là, Eva Joly les accompagne, et du coup Bercy a bougé un peu, en disant, bon là, ça bouge un peu, monsieur McDonald, écoutez, vous gagnez de l'argent, vous ne payez pas d'impôts, il y a un petit souci. Alors ils ont payé un peu, ils ont payé quelques centaines de millions pour des milliards qu'ils ont mis de côté. Vous voyez, ce genre de moment-là, ça va être un sujet permanent. On doit les emmerder, excusez-moi d'être aussi, entre guillemets, leur demander des comptes en permanence. Voilà. On est tous tributaires et victimes de ça. Donc les banques, les salariés, les syndicalistes, les clients que nous sommes, voilà. C'est vrai des produits alimentaires, mais de plus en plus, on exige la transparence, la qualité. On doit aller de la même manière sur les questions financières, et notamment celle des raisons fiscales, parce que c'est nous qui trinquons. C'est nous qui trinquons. Comment réagit Apple, par exemple, c'est sensible aussi? Apple se défend, et Apple négocie avec le gouvernement irlandais, par exemple, parce que quand on dit la connivence, c'est une réalité, malheureusement. On vient d'apprendre que M. Barouin a rejoint, en tant que conseiller indépendant, la banque Barclays. Donc 4 membres ont été condamnés à de la prison en 2016 pour manipulation des taux interbancaires à Londres. Voilà. Alors, un exemple de plus, parmi les nombreux qu'on a eus, de passerelle régulière entre les politiques de haut niveau et le monde de la finance, quoi.
un jour, je crois qu'il faudra qu'on porte ensemble, Fabien, une loi de séparation de l'État et de la finance dans ce pays. Vous voyez, comme l'Église en 1905, il faudra séparer les choses, parce que ça aussi, c'est un frein considérable aux avancées. C'est notre prochain projet. Hein, le verrou de Bercy, je sais qu'il y a une commission à l'Assemblée qui travaille là-dessus, j'espère que ça sera conclusif, enfin, ça a l'air, on nous dit ça. Mais quand même imaginer que seul Cahuzac, Jérôme, pouvait rester en justice contre Jérôme Cahuzac, ça pose un problème dans ce pays, au nom de la démocratie. Voilà. Dernière question, c'est aussi pour que ce soit une question citoyenne et large que vous partez à la recherche de l'héritage de Johnny, c'est aussi dans cette optique-là que vous... Non, c'est parce que ça illustre, comme c'est un sujet qui est sur le devant de la scène, Voilà. ça illustre C'est ça. concrètement. Alors les héritiers vont se battre autour de l'héritage, mais aujourd'hui Johnny il est au paradis, mais son patrimoine aussi. Hein. Et donc pour mettre la main dessus, Son corps aussi d'ailleurs. et son corps aussi. Donc pour mettre la main dessus, il va falloir qu'ils cherchent comme nous. Et donc ça illustre. Non, nous on va en faire une affaire citoyenne, et c'est pour ça qu'on lance un appel à multiplier partout des débats citoyens. On en fait beaucoup avec Eric, avec Alain, avec les ONG, avec CCFD Terre Solidaire, avec ATTAC, ATD Carmonde, avec l'Église parfois, avec des syndicats. Nous lançons nous faisons plein de débats et nous voulons continuer d'en faire pour en faire une affaire citoyenne. Ça ne peut pas être l'affaire de quelques-uns et pas de quelques parlementaires, y compris nous. Ça doit être une affaire. Donc on lance cet appel. Invitez-nous à faire des débats avec les uns les autres. On sera présents. Et c'est une grande campagne que nous voulons lancer. Voilà, c'est en fait, pour clore, nous avons tenu un colloque lundi ici sur la Constitution, et Dominique Rousseau qui est constitutionnaliste, disait ceci: aujourd'hui la loi passe devant tout le monde, experts divers, énarques, sauf devant le peuple, et nous on veut que le peuple soit acteur de la vie politique en France, parce que ça le concerne directement. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Bon, je te les garde, ceux-là, là. Ouais, et je vous donne le texte de loi et le rapport qui est une mine d'informations. Ah non, mais sérieux, on aborde aussi la question La résolution, oui. des taux d'imposition dans le monde qui évolue. Ça, je crois qu'il n'y a pas la Ah bah ouais. Il y a un sommaire, vous pouvez aller piocher ce que vous voulez. Bon, c'est un rapport, c'est un rapport de moi. Hein. Il est remonté. Mais bon, les chiffres, ils sont sourcés.